Prochain conférencier, il nous vient de France, même si ça fait déjà quelques années qu'il a déposé ses valises au Québec. Tantôt, Jacques parlait de la captologie. Mais ça fonctionne comment, la captologie? En fait, Didier, c'est un spécialiste du marketing et de la vente, et il va venir vous expliquer comment, en fait, ses collègues, et peut-être un peu lui-même, va utiliser ce qu'on connaît du cerveau pour pouvoir vous encourager à découvrir leurs produits. Ce qui est intéressant quand même, je vais en profiter quand même pour le remercier ici, vous avez tous reçu un paquet de café de Touché, Edika. C'est un don en fait de sa compagnie, donc je te remercie beaucoup Didier, et puis vous dégusterez le café en pensant à lui quand vous aurez l'occasion de le faire. Didier, la parole est à toi pour 25 minutes. Est-ce qu'on m'entend? Oui? Parfait. Eh bien, merci Joël pour l'initiative de ce colloque et merci à vous tous qui êtes présents aujourd'hui, qui êtes présents et concernés surtout par les enjeux qui nous rassemblent cette fin de semaine. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir contribuer à cette réflexion, d'autant plus que c'est précisément pour œuvrer en ce sens que je suis venu habiter au Québec il y a 9 ans maintenant. En effet, cela fait 18 ans que je travaille en vente et marketing et que je m'intéresse de près à la philosophie, aux sciences sociales et plus généralement à tout ce qui gravite autour de la recherche et de l'expression de soi. Ainsi, lorsque je décide d'immigrer en 2010, je suis persuadé de venir travailler au Québec pour une entreprise avant-gardiste et révéler au monde des nouvelles manières de fonctionner. Donc c'est très romantique, je vous l'accorde, mais vous savez comment nous, Français, sommes très créatifs quand il s'agit de s'imaginer la vie au Québec. Alors évidemment, ça ne se passe pas exactement comme ça. Néanmoins, je peux rapidement me construire un poste sur mesure qui me permet de creuser mes sujets de prédilection et qui constitue un parfait laboratoire pour observer, travailler et comprendre les passerelles qui existent entre gestion, marketing, numérique, sciences sociales, philosophie et développement de soi. Et ainsi, c'est avec cette approche multiple, en guise de microscope, que je vous invite à présent à mettre en lumière ce qu'implique l'usage du numérique pour un enfant ou un adolescent en 2019. Donc nous ne parlerons pas ici des avantages techniques ou de confort indéniables à l'utilisation de ces outils, mais nous allons plutôt nous intéresser à ce qui permet de saisir les impacts que cela a sur la construction de soi, qui est le socle de l'équilibre et du bien-être de tout un chacun. Alors pour ce faire, nous allons commencer par rappeler ce qu'est le numérique, son rôle dans notre quotidien et son rapport avec les données personnelles. Et nous constaterons alors qu'il accélère un modèle social-économique préexistant qui s'est construit au cours du XXe siècle et dont on ressort 3 grands piliers qui sont encore bien présents aujourd'hui. Une volonté de domination par le contrôle des masses, la transformation des individus en consommateurs et la fabrique du consentement. Nous exposerons ensuite comment se manifestent ces 3 axes à travers le numérique et particulièrement dans le processus de construction de soi chez les enfants et les adolescents. Et nous conclurons, s'il me reste un peu de temps, en proposant des pistes de solutions. Car il faut être conscient que de nos jours, de mettre un cellulaire, un jeu vidéo connecté ou tout autre objet connecté devant un enfant ou adolescent, c'est ouvrir une fenêtre au plus profond de sa psyché, fenêtre par laquelle on peut prendre, ajouter, modifier ce qu'il a de plus précieux chez lui, car au germe de tous les déploiements de sa vie future, qui sont donc ses empreintes émotionnelles et ses pensées. En ce sens, précisons dans un premier temps ce dont il est question lorsqu'on parle de numérique à notre époque. Parce qu'il faut savoir que l'Internet des années 90, qui était amical, créatif, ouvert sur l'autre, est malheureusement loin derrière. À présent, depuis le début des années 2000, en fait, l'Internet est monétisé et il œuvre en fait pour synthétiser, disons que maintenant nous sommes face à un marché de l'attention, si vous voulez. Et c'est nous donc et notre attention qui sommes les produits de ce marché. Alors, j'ai une question pour vous dans la salle aujourd'hui. Qui, parmi vous, ne possède pas en ce moment de téléphone intelligent? Si il ou elle peut lever la main. Ok, bravo, effectivement.
On a à peu près 5 personnes sur 500. Donc cela reflète parfaitement l'omniprésence du numérique dans nos quotidiens. Nous étions en 2018, et selon le dernier rapport de Mary Meeker, qui offre chaque année une étude exhaustive de l'état d'Internet dans le monde, 3,8 milliards d'utilisateurs, ce qui représente plus de la moitié de la population mondiale, et cela représente en Amérique du Nord 89% de la population. Le web et ses objets sont à présent indispensables dans nos vies, et nous y passons de plus en plus de temps, comme par exemple un adulte aux États-Unis en 2018 qui passait 6,3 heures par jour sur un média numérique, ce qui représente plus d'un quart de sa journée. Aussi, l'utilisation des services sur demande comme Uber ou Airbnb ont doublé en 2 ans. Et les recommandations locales aussi, comme Google Maps ou TripAdvisor, ont aussi doublé en 2 ans. Enfin, l'utilisation de l'informatique vestimentaire, c'est-à-dire des appareils électroniques intégrés aux habits ou aux accessoires comme les montres, par exemple, et qui sont capables de stocker et de gérer de l'information, ont, eux, doublé en 4 ans. Donc, il est fort probable que les enseignants parmi vous côtoient au cours des prochaines années des enfants dont les vêtements même seront devenus des écrans. Cette omniprésence fait de l'ensemble des plateformes et des outils du web un potentiel commercial gigantesque, comme en témoigne l'augmentation des dépenses publicitaires de plus 22% entre 2017 et 2018. Cette manne, comme nous l'avons vu précédemment, oriente systématiquement l'utilisation des études scientifiques par l'industrie du numérique dans le but de perfectionner et d'optimiser les applications que nous utilisons dans le but de nous rendre les plus accros possibles. Par exemple, les applis populaires chez les jeunes comme Snapchat, YouTube ou Instagram sont créées pour faire sécréter au cerveau la molécule qui est donc responsable du plaisir, de l'addiction, et qu'on a vu tout à l'heure, qui est donc la dopamine. Alors ça marche aussi chez les adultes, à la différence près que chez les enfants et les adolescents, chez les adolescents surtout, l'effet est démultiplié car leur sécrétion de dopamine fonctionne pleinement depuis l'âge de 12 ans, alors que la maturation de leur lobe frontal, qui permet de réguler l'afflux de cette molécule, n'arrive à maturité donc que vers l'âge de 20 ans. C'est pourquoi les compagnies qui conçoivent ces applications jouent consciemment dans nos cerveaux et ceux de nos enfants pour nous engager le plus possible dans l'utilisation de ces applications. Plus on utilise le numérique, plus le marché de l'attention grossit et plus les investissements publicitaires et les valeurs de ces compagnies grossissent. Ainsi, je pense que nous avons tous en tête une multitude d'exemples en fait, qui permettent de voir à quel point cette recherche de stimulation constante a sculpté et sculpte en fait, tous les jours et modifie nos habitudes de vie. Par exemple, on passe plus de temps maintenant devant un écran de cellulaire que devant un téléviseur. Ou encore, on avait 31% de la population mondiale qui était connectée en 2018 pour jouer à des jeux vidéo. Ou encore, maintenant, c'est les vidéos et les images qui sont devenus le moyen privilégié pour communiquer, au détriment de l'écriture. Et enfin, on peut aussi souligner l'utilisation des appareils à commande vocale qui a explosé ces dernières années et qui ont une capacité de traitement d'informations qui évolue de manière exponentielle grâce à l'intelligence artificielle. En résultante, il y a eu 205 milliards de téléchargements d'applications en 2018. Donc c'est un chiffre qui augmente constamment et qui touche tous les secteurs de la vie courante. Donc on parle des finances personnelles, de la santé, magasinage, livraison et même les relations amoureuses. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se sont déjà fait swiper à gauche. C'est ça. Donc, cette omniprésence stimulée par l'appétit commercial et dopée par les progrès technologiques et scientifiques en quête de performance opère comme une boucle de rétroaction. Car pour mieux nous connaître et ainsi mieux nous engager dans l'utilisation de ces applications, le système numérique a besoin de nos données. Ainsi, chaque interaction avec l'Internet génère une multitude d'informations qui sont collectées.
Exemple, votre ado de 16 ans est au centre-ville avec ses amis. Donc il est 11h30 et elle consulte son Google Maps sur son cellulaire pour savoir où manger. Enfin non, c'est une ado. Les ados ayant toujours faim, on va dire plutôt 10 heures pour chercher un restaurant. Mais l'idée est la même, quoi. Donc elle choisit un restaurant avec ses amis et ils s'y rendent. Pour elle, ça s'arrête là. Elle a utilisé son outil pour trouver un restaurant. Pour le système numérique, par contre, ça permet de savoir ses coordonnées GPS, l'heure et la date de la demande, les conditions météorologiques au moment de la demande, qui sont les IP proches, donc qui est avec elle, quelles sont les recherches connexes pendant qu'ils sont ensemble, donc de quoi parle-t-il pendant qu'ils mangent, etc., etc., etc. Toutes ces données collectées que nous appelons le big data nourrissent le système via l'apprentissage profond. Nous développons ainsi sa performance qui sera utilisée contre nous pour nous pousser à utiliser encore et toujours plus l'Internet et ses objets en jouant avec notre dopamine. En définitive, nous sommes littéralement des drogués de l'Internet par ces applications. Elles sont déjà optimisées pour cela et s'appuient donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, sur les mêmes ressorts physiologique, biologique, que l'utilisation des jeux de hasard ou que la consommation de narcotiques. Mais cet appétit donc, qui nous pousse à l'utilisation d'Internet n'est pas que commercial. Dès les années 90, cette collecte massive des données digitales est apparue comme une priorité stratégique majeure pour les instances de pouvoir. Ainsi, on se souvient en 2013, quand le lanceur d'alerte Edward Snowden dévoilait le programme PRISM, ou comment le gouvernement des États-Unis était en train de mettre en place un système de surveillance globalisée en violation de quasiment toutes les lois. Et nous voyons malheureusement en Chine en ce moment ce que peut offrir la puissance de l'intelligence artificielle en termes de contrôle. Ce qui semble malheureusement inspirer d'autres pays à la réputation pourtant moins autoritaire. Donc en partant, voilà à quoi se connecte un enfant ou un adolescent lorsqu'il utilise le numérique. À une machine tentaculaire, avide de données, qui va chercher à exploiter son attention par l'addiction et le contrôle, et au détriment de toute considération d'épanouissement ou de développement. En lui donnant le change du loisir, du divertissement, de la performance, c'est selon, et à des fins de profit économique et ou de pouvoir. Et comme la capacité technologique évolue beaucoup plus vite que la capacité humaine d'adaptation, cet emballement génère de nouveaux problèmes chez les enfants et les ados qui sont d'une complexité et d'une ampleur toute nouvelle. Des problèmes, par exemple, de santé, des problèmes de biais, des problèmes de déconnexion avec la réalité, des problèmes de manipulation, etc., etc. Cette course folle menée tambour battant par une dictature du calcul est tellement implantée dans notre société moderne qu'elle conditionne de facto toutes nos réalisations, qu'elles soient technologiques, scientifiques et même artistiques, puisque nous créons par et à travers ces mêmes plateformes et outils numériques, ce qui est complètement paradoxal. Et on pourrait prendre donc par exemple le récent coup de gueule de Pierre Lapointe au Gala de la Disque contre les géants du web. Les plateformes donc de streaming comme Spotify exploitent les artistes, mais elles sont néanmoins maintenant complètement indispensables pour les faire connaître. Ou on peut aussi penser à tous ces influenceurs qui nous vantent l'authentisme et le be yourself à grands coups de photos retouchées sur Instagram. Cela inclut évidemment et en première ligne les enfants et adolescents qui, de toute bonne foi et inconscients d'un système qui est bâti pour les piéger, cèdent volontairement à l'apparente coolitude, si je peux me permettre, des outils et des applications du web. Et en fait, rappelons-nous, pour exemple, un dernier, cette fameuse application FaceApp, en fait, qui consistait, vous savez, à vieillir le visage
et qui en fait s'est avérée être une plateforme qui était conçue pour collecter un maximum de données et qui demandait en fait un accès total aux données des utilisateurs et de manière irrévocable, donc toute la vie durant. Ainsi, les appétits économiques et de pouvoir trouvent dans le numérique leur application de technologie moderne la plus aboutie. Mais il n'est ni propre à celui-ci, ni nouveau. Et derrière l'étiquette généralement admise du progrès, tout à l'heure on parlait du mythe du progrès, que je partage également, cette vision, cela sert les mêmes appétits issus des doctrines économiques et sociales du XXe siècle. Ainsi, il contribue principalement à une accélération des modèles préexistants, et il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'on dit, de révolution numérique, mais de la mise en œuvre d'une idéologie numérique. Alors on peut se demander pourquoi les individus et les gouvernements ont laissé et laissent encore faire cette situation. En fait, c'est que ce système a été bâti pour ne pas être remis en question. Non en s'appuyant sur des méthodes coercitives, mais sur des méthodes psychologiques bien plus insidieuses et efficaces. Et pour comprendre comment celles-ci ont généré donc les trois piliers dont nous parlions plus haut et les impacts de ceux-ci sur nos jeunes, il va falloir qu'on remonte brièvement à l'origine de notre civilisation industrielle. Alors déjà, la volonté de domination par le contrôle des masses s'est institutionnalisée dès 1917. Les États-Unis viennent d'entrer en guerre, ils viennent de déclarer la guerre à l'Allemagne, et le président de l'époque, Thomas Woodrow Wilson, ordonne que soit constituée au plus haut niveau de l'État américain une commission d'experts de la propagande qu'il nomma la commission Krill, du nom de George Krill qui la dirigea. Celle-ci est composée de journalistes, d'illustrateurs et de professionnels de la communication, dont Édouard Bernays, à qui on doit entre autres d'avoir modifié le terme de propagande par celui de relations publiques. C'est ça. Leur rôle est donc de convaincre une nation pacifiste d'aller verser son sang et de se battre contre des inconnus à l'autre bout du monde. Alors, ils s'appuient pour cela sur les thèses dominantes de leur époque, et notamment celle sur la psychologie des foules du français Gustave Le Bon. Il faut savoir que dans leur vision élitiste, la classe dominante est en droit, voire en devoir, de contrôler les masses dites inférieures, les masses ouvrières, celle-ci étant composée en fait à leurs yeux de microbes incapables de prendre des décisions rationnelles et donc qu'il faut contrôler par leurs émotions et leurs instincts. Ils s'emploient dès lors à mettre en place, pour reprendre les termes de Bernays, un arsenal mental appuyé sur la propagande de masse, destiné à jouer sur les peurs les plus primaires pour biaiser le sens des messages et uniquement faire appel au ressenti. Ce que l'intellectuel Walter Lippmann appela la fabrique du consentement. Ils utilisent pour cela donc les codes de la publicité et de l'image de l'époque, des campagnes d'affichage, des films et même les fameux 4 Minutes Men, qui sont des dizaines de milliers de volontaires qui prennent la parole pendant les entr'actes des films au cinéma pour convaincre de la légitimité de la guerre. Et cela fonctionne tellement bien qu'en moins d'un an, l'opinion publique est complètement inversée. Et c'est de là, donc, qu'on a l'utilisation de la manipulation des masses via les médias pour asseoir les pouvoirs politiques. Ce que nous voyons encore très bien de nos jours, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'occasion de voyager régulièrement entre l'Europe et l'Amérique du Nord, mais la diffusion de la peur dans les médias grand public, partout, tout le temps, est juste incroyable. C'est peur de l'étranger, peur de la crise économique, peur de la fin du monde, peur de la maladie, et cela n'a rien d'un hasard. Et face à un tel succès, donc, très rapidement, ce savoir-faire intéresse les secteurs industriels et bancaires. Alors, disons que nous sommes en 1914 et que vous êtes Rockefeller. Donc, on peut se le dire entre nous, on a tous rêvé d'être au moins une fois Rockefeller devant un relevé bancaire. Il fait que c'est le moment. Donc, vous êtes Rockefeller et vous ne savez pas comment gérer les problèmes de grève en fait, qui entravent la production de vos mines de charbon. Vous avez bien essayé de faire massacrer quelques grévistes pour l'exemple, mais cela n'a fait que renforcer l'opinion publique contre vous et vous avez toujours les mêmes problèmes. Or là, parmi les élites financières et industrielles de New York, circule l'information qu'on est capable de faire changer l'opinion de dizaines de milliers de personnes en peu de temps et sans violence.
Je pense que vous voyez là comme une aubaine. Ben, c'est exactement ce que le vrai Rockefeller a fait. Et lui et ses amis oligarques, en fait, ont embauché Bernays avec la mission de faire accepter aux classes ouvrières un système qu'ils ont toujours rejeté, le capitalisme. Donc, leur faire croire que les entreprises qu'ils exploitent et leur succès sont en réalité bonnes pour eux. Alors, pour y parvenir, Bernays transforme le simple citoyen en consommateur. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que, d'une part, il le fait acheter non plus pour répondre à un besoin rationnel, mais à un désir. Et d'autre part, il contourne sa logique propre en jouant sur ses ressorts inconscients. Ainsi, par exemple, il exploite dans l'un de ses mandats pour la Beech-Nut Company la soumission face aux figures d'autorité en commandant des études faites sur mesure qui prouvent un propos qui est manger du bacon tous les jours est bon pour la santé. Ensuite, il prend ces résultats-là, il les communique à l'ensemble des médecins américains en les incitant à relayer cette information-là aux patients. Et ça a tellement fonctionné qu'encore aujourd'hui, le bacon grillé au petit déjeuner en Amérique du Nord est considéré comme le petit déjeuner officiel des Américains. Mais ça vient de là. Ou encore, c'est lui qui a grossi en fait, considérablement le nombre de fumeurs aux États-Unis en exploitant dans un contexte patriarcal de son époque le besoin d'émancipation des femmes. Donc, pour cela, il a repris la symbolique de la cigarette comme étant un phallus, symbole de l'émancipation, et renommé pour l'occasion les torches de la liberté. Oui. Ainsi, ces méthodes sont très rapidement adaptées et reprises par l'ensemble des communicants du secteur industriel, augmentant la consommation et la production de 50% et entraînant une spéculation boursière menant in fine à la crise de 29. Et donc c'est à ce moment-là que Roosevelt, élu en 1932, met en place sa politique interventionniste du New Deal pour stabiliser la situation économique de son pays. Et il utilise donc lui aussi les relations publiques pour se faire percevoir par le peuple comme un bon père de famille proche du peuple. Néanmoins, il veut, en comparaison avec tous les abus qu'il y a eu jusque-là, reconnecter les individus à la réalité par le récit et la pédagogie. Et il instaure, par exemple, les conversations au coin du feu, qui sont une émission radiophonique où il s'exprime lui-même pour expliquer les plans du gouvernement et où est-ce qu'ils en étaient, pour vraiment reconnecter les gens avec leur raison, en fait. Alors, les industriels n'ont pas du tout apprécié, et ils ont riposté campagne contre campagne en vendant, eux, du rêve et en s'adressant aux consommateurs. Et donc là, ils se sont enlignés sur le long terme, et c'est là qu'ils ont commencé à communiquer aux enfants en vantant la consommation comme étant le fondement du rêve américain. Et c'est de là donc qu'on a eu les campagnes comme par exemple la parade du progrès de General Motors, qui sillonnait les États-Unis pour aller rencontrer les gens directement chez eux, ou c'est de là aussi qu'on a eu la fameuse exposition universelle de New York en 1939, qui était une véritable vitrine du rêve américain et qui s'appelait Democracity. Et là, c'est pas anodin du tout, parce que c'est là que le but qui a fonctionné a été de fusionner la démocratie avec le capitalisme, pour que les gens ne soient plus capables, une fois qu'ils l'ont intégré dans leur cœur et dans leur esprit, de remettre en question l'un sans l'autre. Et cet amalgame-là est encore très présent aujourd'hui, alors que la moindre proposition de changer les paradigmes économiques et sociaux actuels soulève toutes les foudres des médias et d'une bonne partie de l'opinion. Ainsi, vous avez là toute la mécanique qui a sculpté donc notre société consumériste occidentale durant le XXe siècle et qui s'est donc propagée, utilisée aussi bien par les instances de pouvoir que par le secteur industriel, et donc en s'appuyant sur ces trois piliers. Donc la volonté de domination par le contrôle des masses, la transformation des individus en consommateurs et la fabrique du consentement. Les méthodes se perfectionnent dans le temps et s'enrichissent constamment grâce aux nouvelles découvertes scientifiques, comme on l'a vu avec la dopamine, et comme il a été abordé dans beaucoup d'exemples brillants avant. Et ils se nourrissent aussi du progrès technologique, dont le numérique et l'Internet. D'ailleurs, notons
que si la forme change, le fond reste le même. Et par rapport à ça, le livre d'Edouard Bernays, Propaganda, Comment manipuler l'opinion en démocratie, initialement publié en 1928, a été republié en 2007, ce qui montre qu'il est vraiment encore d'actualité. De plus, lorsqu'on voit les technologies boostées par l'intelligence artificielle qui s'en viennent et le degré de somnambulisme de nos sociétés, pour reprendre le terme d'Edgar Morin, on peut redouter de nouvelles formes de contrôle et de manipulation encore plus agressives. Ainsi, on pourrait très prochainement nous pousser, grâce à la connaissance numérique pointue de nos inconscients, des informations fabriquées sur mesure et dont nous ne serons plus capables de distinguer si elles sont fausses ou non. Alors pour ça, très brièvement, je vais prendre l'exemple du deepfake, par exemple, qui consiste à mettre le visage de n'importe qui sur le corps d'une autre personne, comme dans cet exemple assez troublant du visage de l'acteur Jim Carrey sur le corps de... My agents called me to say Genji Cohen is producing a show for Netflix. It's about a women's wrestling show from the 80s. And I was kind of like, what an idea! And they were like, no, it's a real thing. And I started Googling it, and the videos are crazy. It's the most bizarre thing because it wasn't just wrestling. It was like a real outlier from what wrestling was at the 80s. And it's like Hulk Hogan and the Iron Sheik and stuff like that. And then these were like women of all shapes and sizes, like on our show. They were actresses and models who got cast on this show and learned how to wrestle. And they don't just wrestle on the show. They do sketches and they rap. Yeah. They rap. Alors pour nous projeter dans une application possible de cette technologie dans nos quotidiens, je vous propose un petit scénario. Donc vous êtes au travail, concentré sur une tâche, et tout à coup votre cellulaire sonne d'une manière inhabituelle, plus stressante que d'habitude. Vous regardez, et là, dans une notification, on vous dit que votre enfant pourrait être en danger. Donc là, vous êtes vraiment noué de stress, vous cliquez, une vidéo se déclenche où vous voyez un homme cagoulé saisir votre enfant par derrière et l'entraîner vers ce qui semblait être une camionnette. Donc là, vous êtes tétanisé devant votre écran, et là, le ton de la vidéo change complètement, et on vous dit « Rassurez-vous, ceci n'est pas arrivé », grâce à notre système de surveillance, bien entendu. Un individu fiché à haut potentiel de dangerosité de délinquance sexuelle a été géolocalisé à moins d'1 kilomètre de votre enfant. Nous avons immédiatement prévenu notre agent partenaire le plus proche afin qu'il s'assure de sa sécurité, car votre sécurité est notre préoccupation. Votre offre d'essai prend fin dans 30 jours. Abonnez-vous à la tranquillité d'esprit pour 35 $ par mois seulement. Alors oui, pour le moment, ça semble un peu poussé, car il reste quelques garde-fous, mais qui sautent progressivement à cause de cet embrigadement d'une bonne partie de l'opinion pour ce fameux mythe du progrès et à cause donc de la fabrique du consentement à l'œuvre. Nous voyons donc à présent ce qu'implique l'utilisation du numérique pour les jeunes et les mécanismes de manipulation auxquels ils se confrontent ce faisant. Et cela est d'autant plus problématique qu'ils sont dans un âge particulièrement important dans la construction de leur personnalité. Sur ce point, le père de la psychologie, j'en ai pour encore juste quelques minutes. Sur ce point, le père de la psychologie analytique Carl Gustav Jung proposait une analogie des âges selon la course du soleil durant la journée. Dans cette vision, la première moitié de la vie est nécessaire pour construire un ego équilibré à travers l'expression et l'ajustement du corps, des émotions et de la raison. La seconde, après une transition en milieu de vie, est consacrée à la maturation du soi et à la transmission de notre essence. Selon lui, donc, l'être humain possède, comme un programme de développement biologique et intérieur, une préfiguration à actualiser dans le but de devenir progressivement une totalité, c'est-à-dire un individu dans le sens platonicien indivisible. Et c'est ce qu'il nomma donc le processus d'individuation. Or, le tsunami informationnel intéressé auquel sont soumis les jeunes dans notre société moderne cherche au contraire à les fragmenter le plus possible pour les garder sous influence. Et cela vient complètement entraver, pour ne pas dire dévoyer, ce processus d'individuation. Ils sont noyés dans des pensées et des émotions fausses qu'on leur pousse par tous les moyens, rendant par conséquent très compliqué de se connaître vraiment et de grandir sereinement. D'un côté, on stimule chez eux un appétit de consommer sans fin, du vide, de la superficialité, basé sur une recherche de satisfaction immédiate, quasi bestiale.
Et de l'autre, on leur propose des concepts creux et des doctrines consuméristes prémâchées qui les encouragent à la fuite dans le rêve, la consommation et le virtuel par refus de confrontation au réel. Ainsi, à seule fin de pouvoir et de profit, nous prenons le risque de fragmenter psychologiquement nos jeunes et de les déchirer émotionnellement, les condamner à se chercher toute leur vie durant dans la consommation à travers une éternelle crise d'adolescence. Mais alors, compte tenu de cet état des lieux, et très brièvement, comment pourrions-nous les aider ? Eh bien, nous avons vu donc que les puissances qui ont sculpté la situation actuelle l'ont fait à travers donc, ces 3 piliers, et c'est à travers ces 3 mêmes axes qu'il convient d'agir en même temps. Donc, concernant la volonté, déjà, rappelons-nous que l'ombre n'existe que là où il y a absence de lumière. Donc, il appartient à chacun d'entre nous de s'investir pour dire non à certaines pratiques, et en premier lieu dans nos propres vies. Où en sommes-nous dans notre propre rapport au numérique ? Et de ce fait, quel modèle de société nous nourrissons, auquel nous contribuons, et quel message nous passons aux plus jeunes. Aussi, nous devons encadrer l'usage de ces outils et dénoncer les abus du système. Cela passe naturellement par des règles ou des méthodes coercitives pour contrôler donc l'accès au numérique dans un foyer ou une école, par exemple. Mais cela passe surtout par un cadre légal adapté qui comprend les vrais enjeux liés à ces questions. Et nous devons interpeller nos dirigeants politiques en ce sens. Mais pas seulement, car ces mesures seules ne feraient que complexifier et condenser la situation. Elles ne sauraient changer le fond et elles seraient constamment contournées. C'est pourquoi nous devons également agir à la source et permettre aux jeunes de ne plus être manipulables. Alors là-dessus, il y a eu déjà beaucoup d'interventions qui ont été faites, qui ont expliqué l'importance de raisonner. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut les encourager à raisonner, à philosopher, comme le font les gens de l'association SEF, que je trouve formidable. Et cela dès le plus jeune âge, pour leur apprendre vraiment le discernement. Sans oublier, donc, d'informer leurs proches. Donc ça aussi, je vais passer là-dessus rapidement. Mais c'est vraiment fondamental à travers ce genre de colloques, à travers des capsules vidéo, à travers des interventions en école, peu importe les moyens en fait. Et il faut donc les ramener le plus possible à la réalité et au concret. Donc sortir en nature, dormir à la belle étoile, cuisiner, observer les animaux, jardiner, tout ce qui pourra leur permettre de reconnecter à leur humanité et de réapprivoiser la réalité. Et enfin, pour la partie émotionnelle, donc, tout ce qui pourra permettre aux jeunes de construire une distance entre lui et ses émotions. Et par rapport à ça, je pense que les éléments de la méditation intégrés au quotidien sont ce qui offre le plus de potentiel par rapport à ça. Donc là aussi, je vais passer là-dessus, parce que ça a déjà été largement abordé. Mais pour conclure, et en guise de synthèse, donc, je crois que la réponse adaptée consiste en la mise en œuvre de valeurs diamétralement opposées à celles de la société consumériste, et ce, partout où les jeunes apprennent, en fait, que ce soit à l'école ou au foyer. Et nous devons, je pense, remplacer la volonté de manipuler par la volonté désintéressée de rendre libre, remplacer l'endoctrinement par l'apprentissage d'une pensée propre à l'individu, et désengager de la dictature du désir en permettant le détachement et la maîtrise émotionnelle. Et ainsi, nous pourrons espérer que le numérique redevienne un outil au service de l'épanouissement d'individus libres, créatifs et heureux, nos enfants. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Didier.